Il y a aussi évidemment la réunion après des JD qui vont parler entre eux et qui vont échanger entre eux. Et ça, c'est probablement le plus important de cette rencontre. Donc merci vraiment parce que vos témoignages étaient absolument passionnants. Abdou, ce que vous avez développé, mis à part votre légère touche de pessimisme, était vraiment absolument passionnant. Donc peut-être effectivement, si on regarde et si on essaie de voir comment ce nouveau modèle est en train de se mettre en place à l'échelle mondiale, de l'autre côté de la Méditerranée, ici en Tunisie, de façon très claire, c'est oui, bien sûr, et on l'a vu, on l'a répété sans cesse, avec une toile de fond cruciale, la question du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est bien entendu l'élément qu'on a à l'esprit, sans arrêt, qui signifie, un, qu'il faut qu'on change, deux, qu'il faut qu'on aille vite. L'urgence, c'est clair, c'est qu'il fait 49 degrés à l'heure où je vous parle aujourd'hui dans les plus grandes villes d'Inde, et qu'en réalité, quand vous êtes à 49 degrés avec le degré d'humidité que peuvent connaître ces grandes villes indiennes, vous ne vivez pas. Donc ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de parler pour dans 20 ans ou 30 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, il faudra 30 ans. Non. Là, c'est tout de suite. Il y a cette notion d'urgence. Ce que l'on évoquait à l'instant, c'est de dire que quand on parle des règlements climatiques, en effet, on parle d'abord d'économie. Le dérèglement climatique, c'est quoi? C'est le modèle économique utilisé à l'échelle mondiale qui ne marche pas à 8 milliards d'habitants. Nous sommes 8 milliards depuis 2023, c'est-à-dire qu'on est déjà beaucoup plus que 8 milliards. On est à peu près à 8 milliards 85 millions à l'heure où je vous parle, parce que la population humaine ne cesse de croître. La question que vous avez posée tout à l'heure, je vais rebondir dessus parce qu'elle me semble très importante. Lorsque nous sommes en train de dire c'est quoi la solution, c'est clair, c'est changer de modèle. Mais je vais y revenir, un modèle avec un impératif de croissance. Alors évidemment, vous pourriez me dire, l'autre solution c'est qu'on soit plus 8 milliards. Mais là, il ne fallait pas inviter un économiste. Monsieur Poutine, par exemple, peut-être, vous allez voir, je peux réduire très vite la population humaine et vous n'aurez plus de problème. Bon, évidemment, ce serait l'autre optique, on ne va pas la garder ici, puisque nous sommes dans une logique économique. La logique économique, c'est de dire il faut changer de modèle, mais je le répète, avec une logique de croissance. Pourquoi avec une logique de croissance? Parce que l'idée du modèle que nous allons mettre en place, que nous commençons à mettre en place, que vous commencez à imaginer dans vos entreprises, ce doit être un modèle universel. Et ça, peut-être, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler sans cesse, dans cette période que nous vivons, dans ce début des années 20 du 21e siècle, où nous avons tendance à refermer notre monde, refermer les pays, refermer les zones, refermer parfois les villes, les régions, de dire effectivement, c'est la crise, donc je préfère ne plus voir le voisin. À chaque fois dans l'histoire où on se referme, à chaque fois que l'on se referme, ça finit mal. La tentation, quand ça va pas, c'est de se refermer. Mais si on se referme, c'est une catastrophe. J'étais il y a quelques semaines à Dubaï pour la COP28. À la COP28 à Dubaï, il y avait l'interpellation très forte des, allez, on va faire vite par rapport aux 8 milliards, 6 milliards d'humains qui ne sont pas dans des pays riches. Demandant aux pays riches, vous avez prévu quoi par rapport au dérèglement climatique? Si la seule réponse des pays riches, c'est de dire, 1, décroissance. 2, que nous soyons neutres en termes carbone. Vous avez 6 milliards d'humains qui disent « Oui, mais pour nous, vous avez prévu quoi hein ?» Si là, vous êtes en train de répondre « Ah ben non, décroissance. Ah ben non, maintenant, il n'y a plus d'échanges internationaux. C'est fini tout ça. Hein. Vous êtes pauvres, mais ensemble, on va sauver la planète. » Eh bien, figurez-vous que ce raisonnement, il ne marche pas. Que les pays pauvres disent « Ça ne nous va pas. Ça ne nous va pas du tout. » Alors là, parfois, évidemment, c'est votre question sur la croissance, en disant « Oui, mais la croissance de la consommation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est une catastrophe du point de vue climatique. » Oui, on est d'accord. C'est-à-dire, c'est pas cette croissance-là. Peut-être on va être plus clair, plus simple. Le but du nouveau modèle de croissance, c'est pas augmenter la consommation de hamburgers ou d'automobiles par personne. Le but, c'est que les pays pauvres deviennent riches. On n'est pas riche par le nombre de hamburgers qu'on mange. On est riche, et là, vous avez une corrélation extrêmement forte, pratiquement imparable. C'est l'espérance de vie. Quand vous êtes riche, vous vivez longtemps.
Quand vous êtes pauvre, vous mourrez vite. Les pays riches, c'est quoi? C'est un pays qui a plus de 80 ans d'espérance de vie. Quand vous êtes pauvre, vous pouvez avoir moins de 60 ans d'espérance de vie. Et là, évidemment, je parle d'un problème qui concerne les pays riches occidentaux, dont je viens. C'est un problème qui concerne la Tunisie. Tunisie, espérance de vie 75 ans. Espérance de vie du Nigeria, le pays le plus peuplé de votre continent, 55 ans. 20 ans d'écart. Vous savez ce qui se passe si, quand vous êtes en train de créer un nouveau modèle, vous avez oublié ce petit détail, et vous dites au Nigérian, mais tu sais, t'es très bien chez toi, bah oui, 55 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire le père nigérian? Qu'est-ce qu'elle va faire la mère nigérienne? Car à ses enfants, c'est pour ses enfants toujours qu'on fait ça. Il va dire, mes enfants, je ne veux pas qu'on reste au pays où on a 55 ans d'espérance de vie. Vous savez ce qu'il va faire? La personne pauvre qui a des enfants dans ces pays va utiliser sa seule arme, ce sont ses pieds. Et il va se mettre en route, quels qu'en soient les risques, pour que ses enfants puissent vivre à un endroit où on aura l'espérance de vie la plus longue. Les Européens, les Occidentaux, recommencent à avoir peur des migrants. Ça fait 1000 ans qu'ils n'avaient plus peur des migrants. En Europe, on avait peur des migrants quand on avait eu les Vikings, il y a 1000 ans. Avant, les Romains, ils avaient peur des migrants. Ils appelaient ça les barbares. Construisaient des murs pour essayer d'empêcher les barbares de passer. Les Chinois ont eu le même truc avec les Mongols. Ils construisent un mur beaucoup plus grand, la Grande Muraille, en disant comme ça, les barbares, enfin, les migrants passeront pas. Les murs, ça marche pas. C'est important à rappeler, parce que vous voyez que depuis l'Empire romain et carthaginois, on n'a pas changé. On continue à utiliser les mêmes vieilles recettes. Entre les États-Unis et le Mexique, on construit quoi, à votre avis? Un mur. Et ça marche pas. Les migrants, ils passent dessus, ils passent dessous. Mais quand ils ont l'espoir pour leurs enfants, de l'autre côté du mur, ils y vont. Et on est d'accord qu'évidemment, nous en Europe, on dit, on a peur de ça. Mais la Tunisie, 75 ans d'espérance de vie, a le même problème par rapport à quelqu'un du Nigeria qui va dire, je préfère que mes enfants soient en Tunisie plutôt qu'au Nigeria, simplement parce qu'il y a 20 ans d'écart d'espérance de vie. Le nouveau modèle que nous devons créer, c'est clair. C'est un modèle de croissance. La croissance, c'est ce dont ont besoin les humains. Ce dont ont besoin les humains partout dans le monde, c'est l'espérance de vie des pays riches. Si vous n'êtes pas à 80 ans d'espérance de vie pour tout le monde, votre modèle, il ne marche pas. Et vous êtes à Dubaï, où vous êtes bientôt l'année prochaine, sur la COP 29, on vous dira, si tu n'as pas cette proposition, j'y crois pas, j'en veux pas, je ne pourrai pas le vendre à ma propre population. La vraie croissance, c'est celle-là. Et rappelons sans arrêt que lorsqu'on parle de croissance économique, c'est-à-dire l'économie fournit ce dont ont besoin les humains pour vivre, eh bien ça veut dire effectivement que nous devons avoir cette croissance-là qui va permettre à tous les humains de vivre comme les plus riches. Je rappelle au passage, en France comme en Tunisie, que les gens les plus pauvres de Tunisie, comme les gens les plus pauvres de France, c'est-à-dire ceux par exemple qui vivent dans la rue, ils ont 50 ans d'espérance de vie. Ça marche aussi à l'intérieur d'un pays. Et on voit bien que cette inégalité-là, elle est insupportable. Le nouveau modèle, il doit être celui-là. La philosophie des JD, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de parler d'économie, on est en train de parler de critères avec des éléments de mesure très forts. Ceux en réalité que utilisent tous les humains. Partout où vous êtes sur la planète, ce sera cette question qui se posera. Au passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon nouveau modèle, tout d'un coup, je reviens sur Terre, je reviens sur les questions peut-être qui se posent quand on est en train de réfléchir, c'est quoi les entreprises que je dois privilégier? L'un des axes très forts du nouveau modèle, la santé. Quand on est en train de parler de la problématique, avoir une espérance de vie à 80 ans pour le monde entier, la santé, la manière dont je le diffuse, là vous avez un vecteur de valeur très important. D'ailleurs, les entreprises qui sont à fond dans la recherche du nouveau modèle, on va dire les entreprises de la tech, de la Californie, qu'est-ce qu'elles font en ce moment? Elles investissent massivement là-dedans. La santé, c'est un grand enjeu. Évidemment, c'est un élément qu'on doit avoir à l'esprit lorsque on est JD et lorsqu'on est en train de réfléchir où stratégiquement on doit se positionner. Deuxième élément crucial à avoir à l'esprit lorsqu'on est en train de parler de nouveaux modèles. Et ça, peut-être, on n'a pas suffisamment évoqué et il se relie complètement à ce que je viens de vous dire là. C'est vraiment un élément très important qu'on doit avoir à l'esprit parce que ça veut dire que toute l'expérience que nous avons accumulée, toute la manière de présenter l'entreprise, de présenter l'activité, de présenter l'économie, va devoir changer profondément. Nous devons
oublier le modèle d'avant, tout simplement parce que ce modèle a été inventé pour une autre humanité. En clair, le modèle qui est le nôtre, grosso modo, il a 250 ans. Il a été créé au milieu du XVIIIe siècle, 1750, tout à l'heure vous avez évoqué Adam Smith, c'est à peu près l'époque où Adam Smith vit à Édimbourg. J'étais sur la tombe d'Adam Smith à Édimbourg, je vous dis, l'économie un peu dingue. J'étais tout seul un soir, cette tombe est couverte d'herbe, j'ai retrouvé, j'ai dit, Adam Smith, mais dessous. Bon, ça m'a pas beaucoup aidé dans mes travaux, mais j'étais content. Donc, 1750, c'est le moment où effectivement on voit apparaître le modèle de quoi? Le modèle de la révolution industrielle. La révolution industrielle, le changement de modèle qui a lieu à l'époque, c'est qu'avant, vous aviez un modèle fondé sur l'agriculture, qui va désormais être fondé sur l'industrie. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, qui a motivé le changement de modèle? C'est que l'humanité de l'époque changeait. En clair, l'humanité de l'époque était en train de vaincre, grâce au progrès scientifique, la mortalité infantile et la mortalité des femmes au moment de l'accouchement. C'est-à-dire que tout d'un coup, la population humaine a commencé à augmenter. Augmenter de plus en plus vite. Toujours la question de la démographie, elle est cruciale, fondamentale quand vous faites de l'économie. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque, dans les campagnes? Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, en Chine, en Europe? Tout d'un coup, dans les campagnes, on n'arrivait plus à faire vivre tous les jeunes qui étaient vivants et en bonne santé. Et les jeunes en vivant en bonne santé qu'on ne pouvait pas faire vivre, on faisait quoi? On leur dit, tu t'en vas. Et les jeunes sont partis. Généralement, ils sont partis par les voies de transport les plus importantes. Ici, on a les routes des caravanes, mais la plupart du temps, ce sont les fleuves. Quand vous regardez, au bout des fleuves, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des grandes villes. C'est-à-dire, tous les gens qui sortaient des campagnes arrivaient à la fin dans des villes, des endroits où ils s'agglutinaient. Et où ils disaient, voilà, je suis prêt à travailler, je suis prêt à faire quelque chose, mais j'ai juste besoin de manger. Et donc là, vous avez eu cette société économique qui s'est créée à partir de cette société jeune qui était la grande caractéristique du 19e siècle, du 20e siècle, et qui est encore la caractéristique d'une partie de cette planète, notamment en Afrique. La grande différence avec ce que nous sommes en train de connaître, partout, y compris en Afrique, c'est le fait que désormais, l'humanité augmente bien plus par la fin FIN que par le début. En clair, l'humanité vieillit. Elle vieillit de plus en plus. Je le disais, la Tunisie, espérance de vie de 75 ans. Rien à voir avec la Tunisie d'il y a 50 ans. L'espérance de vie à l'époque n'était même pas de 50 ans. Alors vous allez dire, ça change quoi? On est plus nombreux? Oui, on est plus nombreux. Mais quand vous êtes vieux, vous ne consommez pas pareil que quand vous êtes jeune. C'est un élément très très important qu'on doit avoir à l'esprit. Le modèle économique qu'on est en train d'inventer est de toute façon un modèle indispensable à inventer puisque nous avions jusqu'ici un modèle correspondant à des jeunes gens, alors qu'on s'adresse de plus en plus à des personnes âgées. Alors, on va dire, âgé, c'est quoi être personne âgée? Grosso modo, plus de 20 ans. C'est-à-dire, même Émir, tout à l'heure, je suis désolé, vous commencez à être âgé, Émir. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'espérance de vie, quand je suis en train de vous dire qu'elle augmente, vous n'êtes pas encore dans cette période-là. Mais on va dire, dans la majorité des gens dans la salle, ils vont dire, c'est pas mal ce truc-là. Moi, je suis très content que l'espérance de vie. Si c'est possible que mon âge soit pas considéré comme vieux, ça me va très bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'espérance de vie qui augmente, elle nous concerne tous. Et quand nous sommes en train de nous regarder, nous sommes en train de consommer différemment. Si on va très vite, quand vous êtes très jeune, tout petit, vous consommez quoi? Vous consommez des produits physiques. Le bébé, il boit du lait. Alors on va dire, si j'avais des pédiatres dans la salle, ils diraient non, il a besoin de l'amour de sa maman et de son papa. Oui, je suis d'accord. Mais enfin, d'abord, produits physiques. Plus vous avancez en âge, moins vous consommez du physique. Plus vous allez être vieux, plus vous allez consommer du service. Le nouveau modèle économique doit inventer une nouvelle façon de faire le service. Parce que le service va être au cœur de l'économie qui vient, qui est l'économie de plus en plus de vieilles personnes. Et j'ai bien dit, de toute façon, le modèle doit proposer une espérance de vie à 80 ans pour la planète entière. Donc, nous devons proposer une activité de service qui s'applique à la planète entière. Je vous prends l'exemple de mon vieux papa qui m'a quitté il y a bien longtemps. Mon papa était né en 13, mort en 13.
Non, Émir, pas en 1813, mais en 1913. 1913, 2013. Il dit, c'était il y a longtemps. Oui, je suis d'accord. Donc, il était né en 1913, mort en 2013. À 90 ans, donc il est mort à 100 ans. À 90 ans, 2003, je sentais qu'il n'avait plus envie de vivre. Vous savez, quand vous êtes en santé correcte et que vous mourrez, c'est généralement que vous n'avez plus envie de vivre. Vous n'avez plus la soif, vous n'avez plus, on va dire, la niaque pour vivre encore. Je disais, mes amis sont morts, je ne fais plus rien, je ne sers plus à rien, à quoi ça sert? Mon papa avait, dans sa jeunesse, beaucoup joué aux cartes, un jeu de cartes qui s'appelle le bridge. Il découvre à 90 ans le bridge sur Internet et sur ordinateur. Et ça va révolutionner sa vie. Pendant 10 ans, il s'en fiche de la voiture qui est dans le garage, qui vaut 10 000 €, il la regarde même pas, il l'utilise jamais. Il s'en fiche de son lit. Ce serait un lit en fer, ce serait un lit en bois, pourvu qu'il puisse dormir dessus, c'est pas grave. Il s'en fiche de ce qu'on lui donne à manger le midi, pourvu qu'il ait plus faim une fois qu'il a mangé. En revanche, toute sa journée, pendant 10 ans, il la passe avec ses groupes de copains partout dans le monde, avec qui il joue, il invente des trucs, etc. Ça le passionne. J'arrivais, il me disait à peine bonjour, il me disait, oh, regarde, viens voir, là, ici. La question pour moi pendant 10 ans, c'est combien vaut ce jeu sur ordinateur qui fait vivre mon père pendant 10 ans? Vous me dites 200 €? Non, non, c'est pas vrai. Ça vaut beaucoup plus cher. Un truc qui fait vivre quelqu'un 10 ans, ça vaut super cher. Je vous rappelle au passage que les jeux, aujourd'hui, le digital, c'est ce qu'on appelle le sixième continent d'un point de vue économique. Souvent, les vieilles générations vont dire les jeunes sont dingues, ils passent leur vie sur des ordinateurs à regarder, à jouer, c'est virtuel, ça veut rien dire. Et tu viens de faire quoi, vieux papy? Je sors du match de football, ça c'est beau ça, hein, c'est vrai. T'es sûr que c'est pas un jeu virtuel, tu passes ta vie, tu vas payer de l'argent à regarder ça, c'est exactement le même principe. Ça te fait vivre, dans les deux cas, c'est super. C'est quelque chose qui te fait vivre, plus encore que ce que tu manges, plus encore que le lit, ça veut dire que la valeur de ce service-là vaut très cher. Alors on est d'accord, je boucle sur ce que je disais tout à l'heure, ce que vous allez consommer quand vous devenez très très vieux et que vous êtes en fin de vie, c'est un service fondamental qui est celui de la santé. Et c'est vrai qu'évidemment, la santé va prendre de plus en plus de valeur parce que c'est elle qui vous permet de repousser l'âge où vous allez disparaître. Néanmoins, tous les services jusque-là vont se développer. Vous êtes aujourd'hui dans l'industrie, dites-vous effectivement que votre valeur va diminuer. Sauf que dans l'industrie, on vous recommande quoi? De dire l'industrie, produire, c'est une chose. Mais c'est le service que vous mettez à côté qui va valoir de plus en plus cher. Vous êtes dans l'agriculture, il y a toujours besoin et de l'agriculture et de l'industrie. Mais la valeur en soi de la production diminue. En revanche, le service, la valeur du service associé augmente. Tu produis du délicieux pois que tu vas utiliser dans la cuisine tunisienne, d'accord, mais quelle est la manière dont tu le produis? C'est-à-dire que ce n'est pas juste le pois qui a la valeur, c'est la manière dont tu la produis, c'est-à-dire la notion de service. Le service associé devient de plus en plus valorisé. Le nouveau modèle, celui que nous devons inventer, c'est une nouvelle manière de produire du service. Alors ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je voudrais vous interpeller. Pour le coup, Wissam, peut-être il m'attend juste après, mais on n'en a pas parlé tout à l'heure dans l'interview, donc je voudrais qu'il rajoute. En fait, si vous regardez bien, depuis à peu près l'après-guerre, 1950, je dis maintenant l'après-guerre, il faut préciser laquelle, oui, je sais, les millions, c'est terrible, donc, mais on va dire l'après-Seconde Guerre mondiale pour le moment. Non, je dis Seconde Guerre parce qu'en français, ça veut dire qu'il n'y en aura pas une troisième. Donc si vous dites deuxième, là, c'est plus dangereux. Donc Seconde Guerre, il n'y en aura pas d'autre. Donc, juste après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie du service a commencé à augmenter. Et nos entreprises de services ont été copiées sur les entreprises industrielles. C'est-à-dire que nous avons, pendant pratiquement des décennies, reproduit la logique industrielle. On faisait des usines de services, pas parce qu'avant, on faisait des usines tout court. L'usine de service suppose que vous ayez tout le monde qui soit dans l'usine. Chacun a un poste, avec des responsables d'équipe, avec des gens qui pointent. Tout est pareil. Et d'ailleurs, on mesure la performance en disant, on va voir combien de services tu as fait au cours de la journée, etc. C'est-à-dire que nous avons une organisation de notre monde totalement inspirée de l'industrie. Et là, le choc, du point de vue mondial, pour 4 milliards d'humains, c'est la moitié, mais quand même, 4 milliards, c'est beaucoup. Le choc, ça a été 2020, le confinement, la pandémie. Le fait que, au départ, pendant la pandémie, 4 milliards d'humains
doivent arrêter le modèle d'avant. C'est quelque chose qui, il y a 6 ans, je vous aurais dit, il faut arrêter le modèle ancien. Vous m'avez dit, il faudra des années, mais des décennies, monsieur, pour arrêter le modèle avant. Là, maintenant, les humains, c'est-à-dire nous, on sait comment ça se passe, arrêter le modèle d'avant. Il faut que le ou la chef d'État parle à la télé en disant, ce soir, vous restez chez vous, et vous restez chez vous jusqu'à ce que je vous dise que vous n'avez pas le droit de sortir, que vous avez le droit de sortir. Donc, vous commencez à regarder la télé, vous attendez. Et ça y est, le modèle s'arrête, vous voyez, il n'y a plus, les industries s'arrêtent, il n'y a plus personne dans les aéroports, il n'y a plus de bateaux sur les mers, il n'y a plus de trains qui fonctionnent. C'est dingue. En fait, le modèle s'arrête, c'est tout bête, il suffit de dire stop. Et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines où vous regardez la télé, pour ceux qui ont vécu ça, avec le conjoint, avec les enfants, au début, vous êtes super content. Oh là là, quel bonheur. Au bout de 3 semaines, vous dites, je suis content, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et au bout de 4 semaines, vous êtes en train d'inventer un nouveau modèle. C'est-à-dire que vous commencez à retravailler de chez vous. Vous commencez à dire, mais en fait, j'ai pas besoin d'être dans l'usine pour fonctionner. Alors évidemment, si vous êtes en train de produire un lit, il faut que vous soyez dans l'atelier. Là, on est d'accord. Mais j'ai bien dit, le service, en réalité, même dans l'entreprise qui produit le lit, il y a tellement de gens qui travaillent dedans. Vous vous rendez compte que vous pouvez commencer à travailler à distance, vous n'êtes plus obligé de bouger. Ils disent, mais ça change tout, ça. Si je suis plus obligé d'avoir une tour où je mets les gens, si je suis plus obligé de faire venir les gens matin et soir, je suis plus obligé d'avoir une ville autour. Si j'ai une ville, je suis plus obligé d'avoir des métros, je suis plus obligé d'avoir des automobiles, je suis plus obligé d'avoir des trains. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, si je vais pas voir tous les matins les collègues, je suis plus obligé d'acheter des habits pour être quand même à peu près présentable et qu'on me dise pas, quoi, ça fait 2 fois que tu mets la même cravate ou 3 fois que tu mets... Non, arrêtez de mettre les cravates, presque tous, à partir de ce moment-là. Donc là, vous allez avoir cette prise de conscience d'un seul coup, décroissance. Dans un sens, oui, c'est très très possible. Il suffit de plus vivre comme avant. C'est pas qu'on veuille faire la décroissance, c'est que tout d'un coup, on n'a plus besoin de plein de choses. Alors effectivement, on consomme plus du tout la même chose. Mais ça veut dire aussi, évidemment, qu'on doit organiser l'entreprise différemment. Ça veut dire que d'un seul coup, l'entreprise devient quelque chose qui appartient aux humains, qui la font fonctionner, sans que nécessairement les humains soient toujours ensemble. C'est la question très importante quand vous êtes en train de recruter des jeunes aujourd'hui. Ce sera probablement le premier... Vous savez comment ça se passe quand vous voulez recruter un jeune aujourd'hui. Il y a 20 ans, vous disiez aux jeunes, assieds-toi, dis-moi qui tu es. Maintenant, le jeune arrive et s'assied en vous disant « Bonjour, expliquez-moi qui vous êtes. » Donc, l'autre jour, j'avais un copain... En France, c'est comme ça, mais je crois qu'en Tunisie, on m'a raconté que c'est quand même aussi un peu comme ça. En France, très grand groupe français, un copain qui dirige un très grand groupe, il avait 3 personnes pour un jour devenir président d'un des grands groupes du CAC 40 quand même. 3 jeunes au potentiel, quoi. Il me dit, à la fin du dîner, il y avait 2 garçons et une fille. La fille me dit, écoutez, merci, c'était très très intéressant, on vous rappellera. Il dit, ah bon, c'est dans ce sens-là maintenant. Et il me dit, tu sais qui est terrible, aucun des 3 m'a rappelé. Et je dis, bah oui, ils t'ont pas choisi, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi ils t'ont pas choisi? Parce que tu leur as parlé du groupe, de la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils fonctionnaient avant. Fallait leur raconter. Vous savez, par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, JD, le truc très important, que sans arrêt on vous dit aujourd'hui quand on parle de nouveaux modèles, storytelling. Ce que vous devez raconter dans la manière dont vous envisagez le changement de monde dans votre boîte. Si vous êtes en train de dire à quelqu'un que vous voulez recruter, tu sais, on a fonctionné comme ça depuis des années, et c'est très important que ce qu'on fait, donc t'inquiète pas, tu seras intégré dans quelque chose qui fonctionne bien. Le temps que vous ayez fini votre phrase, la personne a quitté la salle. Elle vous dit merci, je vais aller voir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous devez raconter que vous êtes en train de changer de modèle, que la personne va participer à quelque chose de franchement différent, qu'on est en train d'inventer une autre entreprise. J'ose vous dire ça parce que je suis chez les JD, on est d'accord. Chez les JD, c'est votre ADN. Dans beaucoup d'entreprises, y compris en Tunisie, je pense que vous avez beaucoup de patrons à l'ancienne qui vous diront « Non mais puis quoi encore Il veut pas bosser, la jeune, j'en veux pas moi !» Oui, mais non, mais t'inquiète pas, si les jeunes, si les gens qui veulent travailler veulent pas de toi, c'est ton entreprise qui va s'arrêter, c'est pas eux. Donc ça, c'est un élément crucial, effectivement, à avoir à l'esprit. Le modèle que nous avons à inventer casse la logique du modèle d'avant qui était le modèle industriel. Et je vous rappelle que quand on produisait du physique, fondamentalement, il fallait rassembler les gens au même endroit. C'était le modèle des grandes villes, c'était le modèle des grandes usines, c'était le modèle de la verticalité. L'archétype de la ville ancien modèle, c'est New York aux États-Unis. On dit aux États-Unis, New York est mort. Bon, chez nos amis allemands, comme en France, on en voit très bien des villes comme ça, Düsseldorf, Paris. Eh oui, ce sont des villes anciens modèles.
Vous avez les gens qui sont agrégés pour produire et consommer au même endroit. Avant, à Paris, vous aviez les usines au bord de la Seine. Bah oui, c'était normal, c'était plus simple. Quand vous n'avez plus des usines, vous dites, mais au fait, pourquoi on est tous en train de faire des embouteillages matin et soir? Pourquoi on est tous dans le métro pour aller faire finalement quelque chose qu'on pourrait très bien faire de chez nous? C'est-à-dire que là, d'un seul coup, la notion de verticalité est en train de disparaître. Si vous êtes en train de regarder le nouveau monde apparaître partout dans le monde, j'allais dire dans le monde, dans votre pays, partout dans les secteurs économiques, ça a une caractéristique fondamentale, l'horizontalité. On était verticaux, on devient horizontaux. On est en train de supprimer des lignes hiérarchiques dans les entreprises. On est en train de casser les entreprises pyramidales. En train de dire, en fait, une entreprise ne doit pas être une entreprise géante, mais plein de petites entreprises connectées entre elles. D'autant plus pertinent que quand vous êtes en train de faire un nouveau modèle, tout ça, ce qu'on racontait, c'est bien joli. Mais ce que vous allez me raconter au quotidien, quand vraiment vous êtes en train d'inventer, de dire, oui, mais vous savez, c'est pour ça qu'il faut que vous parliez après la conférence. En fait, moi, j'essaie de faire le nouveau modèle et je me suis trompé. C'est ça qui change quand vous êtes dans le nouveau modèle. Dans l'ancien modèle, c'était super, on reproduisait toujours la même chose, puis personne ne se trompait. Qu'est-ce qu'on faisait juste? On essayait juste d'être un tout petit peu plus rationnel, mais finalement, on continuait à faire comme on avait toujours fait. Quand vous êtes en train d'inventer quelque chose de nouveau, vous vous trompez tout le temps. Ça s'appelle le risque. Retour du risque dans l'activité économique. Ça vece dire, le risque, c'est pas un mot abstrait, ça veut dire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'échecs. Plus vous êtes petit, plus vous supportez l'échec. Plus vous êtes gros, plus ça va faire un gros échec, donc une grosse catastrophe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la grande entreprise, on n'ose pas. Dans la grande entreprise, on est paralysé par l'enjeu. Vous voyez, quand vous avez, je reprends l'exemple de tout à l'heure, une énorme pandémie mondiale, un virus qu'on n'a jamais vu, qu'il faut inventer un nouveau vaccin en quelques heures, en quelques mois. Eh bien, dans les grandes structures, on ne trouve pas, figurez-vous. Dans les grands laboratoires, plein de chercheurs, très très bons, très puissants, qui travaillent tous ensemble, ils ne trouvent pas. C'est une petite entité, on va prendre un exemple, Moderna, qui va dire, et si j'essayais d'appliquer ARN? ARN messager, tous les grands laboratoires l'avaient. Nous, en France, Sanofi, l'Institut Pasteur, ils avaient travaillé sur l'ARN messager. Ils n'ont pas osé d'y aller. Ou quand ils y sont allés, ils ont fait une erreur, c'est bizarre. Ils étaient sur les vaccins à l'ancienne. C'est la petite structure qui a osé. Il a dit, oui, c'est vrai que si je me plante, là, j'aurais du mal, probablement, à survivre. C'est ce que pensait aussi le grand laboratoire. Sauf que lui, comme il n'a pas essayé, évidemment, il n'a pas réussi. Il y a 10 ans, à un moment donné, notre grand Sanofi français songeait à acheter cette petite entreprise qui s'appelait Moderna. Ça vaut pas cher, il y a des bons chercheurs dedans. 10 ans après, ARN messager et Covid est passé, Moderna est largement assez puissante pour acheter Sanofi. Et bien, je vais vous dire une chose, je vais vous confier un secret, ils n'y pensent pas une seconde. Parce qu'ils se disent, non, non, c'est une grande structure. Et plus ça va aller, plus cette grande structure va être inadaptée aux grands défis. Non, non, il n'y aura pas d'exception. Quand vous êtes dans un changement de modèle, quand vous êtes dans un changement d'époque, quand vous avez tout qui explose autour de vous, le dinosaure va toujours mourir. Le principe du dinosaure, c'est qu'il est énorme et qu'il a une toute petite tête. La petite tête, elle dit, il faut qu'on bouge. Mais les pattes, elles n'y arrivent pas, le corps est trop lourd. Les grandes entreprises, dans les grands moments de changement, vont toutes, sans exception, s'arrêter. Les seules qui arriveront à survivre, c'est celles qui vont se subdiviser en petites entreprises reliées entre elles, qui vont dire chacun essaie de faire son échec et parfois sa réussite, et de faire communiquer et de parler aux autres pour arriver justement à ce que quand il y a une réussite, on puisse l'utiliser. Ça, c'est les grandes entreprises qui veulent survivre, ou alors c'est les entreprises qui viennent au CJD. Puisque le CJD, c'est exactement le principe. Le CJD avait un intérêt il y a 20 ans, il a 1000 fois, 1 million de fois plus d'intérêt au moment où on est en train de changer de modèle. Sans arrêt, il faut que vous parliez d'échecs entre vous. Il faut que vous parliez de ce que vous êtes en train d'expérimenter, de ce qui ne va pas. Parce que c'est normal qu'il y a plein d'échecs en ce moment. Celui qui n'a pas d'échec, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il ne les sait pas. C'est qu'il continue à fonctionner comme avant. Nous sommes dans un changement de modèle, ça veut dire qu'il y a des échecs partout, mais quand il y a une réussite, elle est dingue. Juste quand même pour rappel, je parlais des entreprises de la tech qui représentent ça et je vais expliquer pourquoi. Une entreprise qui, il y a 10 ans, valait 10 milliards d'euros. Vous allez me dire, c'est pas mal. Elle s'appelait Nvidia, il y a 10 ans. Nvidia, 10 milliards. Hier, Nvidia est devenue l'entreprise qui vaut la plus chère du monde. 3000 milliards.
en 10 ans, non, même pas d'ailleurs, en 3 ans. Elle a un chiffre d'affaires qui n'a pas beaucoup augmenté. Mais toute la liquidité, l'argent du monde est en train de se dire, ces gens-là, ils sont en train de participer au nouveau modèle. Probablement qu'on se trompe, mais j'ai plus de chances de représenter le nouveau modèle et la nouvelle valeur avec Nvidia qu'avec Renault. Renault vaut toujours 10 milliards. Nvidia vaut 3000 milliards. La migration de valeur va être aussi impressionnante que ça et encore plus rapide. Alors maintenant, il faut parler de la troisième caractéristique, la plus importante, celle qui doit apporter effectivement à tous les jeunes dans la salle un optimisme absolument délirant. La troisième caractéristique de notre époque, celle que dans nos générations personne n'a jamais connue, c'est le fait que depuis 20 ans, la science humaine dans le monde entier s'est remise en marche avant. Oui, je vous dis bien, nous n'avons jamais connu ça, c'est-à-dire que nous avons toutes et tous connu une période qui était une période assez heureuse finalement pour beaucoup d'entre nous, pendant laquelle la science ne bougeait plus, il n'y avait plus d'innovation. Si on regarde le grand bouleversement scientifique, 1750-1950, à partir de 1950, calme plat, il ne se passe plus rien. La science ne bouge plus. Vous avez besoin d'être convaincu? Eh bien, parlons des entreprises. Quand vous remplacez le cheval par une automobile, là, la science, elle a fait des trucs incroyables. Et là, vous allez changer la vie des humains. Vous allez changer le mode de vie. Vous allez tout changer quand vous faites venir l'automobile. Là, vous avez, vous voyez, une croissance économique. On y revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, une croissance réelle. Il y a une innovation incroyable qui bouleverse la vie des humains. Quand vous inventez, on va passer, machine à coudre, machine à laver, le réfrigérateur, vous vous rendez compte? Non, on a oublié maintenant ce que c'est que de refroidir les aliments. Ça change tout. Vous allez voir des bouleversements incroyables. La science vous amène des bouleversements prodigieux qui créent la croissance économique. À partir de 1950, c'est fini et ça se voit. En clair, ça veut dire quoi? À partir de 1950, ils font quoi, les humains? Ils achètent presque le même produit qu'avant, parfois en double, parfois en triple. J'avais une voiture, j'en ai 2. Et puis même 3 pour le petit dernier, parce que le pauvre petit, il faut qu'il puisse aller à la mer sans avoir ses parents. J'avais un réfrigérateur, finalement j'en ai 2 parce que c'est bien, il y en a un pour les boissons et l'autre pour les... J'avais une télé, j'en ai une télé par chambre. La croissance, ça s'est fait comme ça. Il n'y a plus d'invention. Alors vous allez me dire, oui, il y a les ordinateurs. Les ordinateurs ont été inventés en 1930. Internet a été inventé en 1930 et 40. Il y a une petite inertie, là. Il y a eu des trucs qui sont arrivés. Fondamentalement, plus de changement, juste de la démultiplication. On a dit tout à l'heure, le modèle d'aujourd'hui est déréglé, marche pas, entraîne le dérèglement climatique. La croissance que vous évoquiez, pas étonnant. Ça devient de la croissance dingue. Parce qu'une fois que vous avez 4 télés, 3 voitures dans le garage, que vous avez effectivement des réfrigérateurs, mini-réfrigérateurs dans toutes les chambres. Alors on dit, zut, alors dis donc, ça y est, tout le monde est équipé. On invente quoi? On invente l'obsolescence programmée. Il faut qu'ils tombent en panne pour qu'on puisse les remplacer. Il suffit de mettre un truc électronique, en général ça tombe toujours en panne, le truc électronique, tout va bien, tu es obligé de changer la voiture. Je suis désolé, non, tout le reste marche, mais là j'arrive pas à la réparer, mais on va en changer une, celle-ci on te la reprend pour pas cher. Et là vous pouvez dire, on va recycler, etc. Non, c'est du pipeau ça. Vous êtes toujours dans un monde de dingue. C'est pas parce que vous allez recycler la voiture, 1,4 milliard de voitures aujourd'hui dans le monde, pour 8 milliards d'habitants. Au passage, on est quand même loin de l'équipement total qu'il faudrait si on était sur la même base d'équipement qu'on a dans les pays riches, Tunisie compris aujourd'hui. Quand j'étais dans les embouteillages, on voit qu'il y a beaucoup de voitures chez vous. Le but, bien sûr, c'est plus consommer pareil, c'est-à-dire que la solution, c'est pas démultiplier le nombre de biens comme si on en avait besoin. Vous savez qu'une voiture dans le monde, en moyenne, fonctionne à peu près 15% de son temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a pas besoin. Mais ça fait rien, ça fait bien d'en avoir une, plus grande, plus plusieurs. Vous voulez être encore convaincu? On regarde à la tête des entreprises. Toutes les entreprises du monde, Tunisie comprise. Alors je sais, là, heureusement, Amy est parti parce que je risque quand même d'énerver un certain nombre de JD. Parce que vous allez être concernés par ce que je vais dire. Peut-être pas tous, non, j'espère que non, pas trop. Je regarde dans les entreprises entre, 1800 et 1950. Qui c'est qui a la tête majoritairement des entreprises? Les gens qui innovent et qui créent la valeur. Par exemple, les ingénieurs. Par exemple, dans une boîte de travaux publics, c'est quelqu'un qui a été sur les chantiers au début de sa vie et qui connaît très bien le truc. Ça, c'est 1950. À partir de 1950, partout dans le monde, qu'est-ce que vous commencez à avoir à la tête des entreprises? Des commerciaux.
C'est pareil, c'est des gens importants du point de vue économique. Il faut vendre quand tu produis. Ouais, mais si tu commences à avoir à la tête des entreprises des gens qui savent juste vendre, c'est qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'innovation. C'est que la valeur, tu l'as vu en trouver des clients. C'est pas tout à fait la même chose qu'en trouvant des nouveaux produits. À partir des années 60, de l'autre siècle, hein, Émir, vous n'avez pas connu, vous n'étiez pas né, mais là, je vous assure, ça se passe comme ça. À partir des années 60, vous commencez à avoir des gens qui font du marketing. Alors, marketing, c'est plus vicieux, hein, c'est-à-dire qu'ils inventent un besoin. C'est-à-dire, tu achètes mon produit, tu ne sais pas à quoi ça sert, mais t'inquiète pas, tu verras quand tu l'auras, ce sera utile. Donc, vous n'aviez plus de nouveaux produits, vous aviez exploité tous les clients et vous inventiez des besoins aux clients. À partir des années 80, qu'est-ce qui se passe? À la tête des entreprises, y compris en Tunisie, vous inventez plus rien, vous avez tous vos clients, tous les marchés sont saturés. Arrivent à la tête des boîtes les contrôleurs de gestion. Qui vont dire, bon, effectivement, on ne vend pas plus, effectivement, on ne vend rien d'autre, mais on va améliorer les marges. On réduit les coûts. En général, quand vous avez un contrôleur de gestion, il n'est pas là pour augmenter le chiffre d'affaires. Il est là pour réduire les dépenses. Je pense qu'effectivement, vous ne voyez pas ce que je veux dire chez les JD. Mais quand même, il y a peut-être quelques contre-exemples. Ça prouve vraiment qu'on est en fin d'innovation. Bon, la démonstration finale, évidemment, c'est la plus puissante. C'est la dernière personne qui arrive à la tête d'une boîte, c'est le financier. En fait, il ne connaît rien au business. Il ne sait même pas comment réduire les coûts. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il achète et il vend des boîtes. Alors, il achète, il monte le groupe, il se rend compte qu'il est trop gros, qu'il n'y a pas de synergie, alors il revend. Alors, c'est bien, ça fait, EY va me dire, mais attends, c'est super, et ça me fait effectivement du conseil. Le banquier va me dire, waouh, super, je finance l'achat, je finance la vente. On est d'accord, ça fait du PIB, mais c'est du faux PIB, ça. On est d'accord que ça prouve quoi? Quand vous avez les financiers à la tête des boîtes, ça veut dire que votre modèle, il est en train de mourir. Il n'y a plus d'innovation. Tu ne crées plus de valeur pour les vrais gens. Tu es juste en train de dire, il faut faire la croissance, votre question tout à l'heure. Mais ce n'est pas de la vraie croissance, ça. C'est de la fausse croissance. La seule manière de revoir arriver la croissance, c'est quoi? C'est que tu aies l'innovation qui revienne. Pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait une révolution scientifique. Pour que tu changes de modèle, pour que ce ne soit pas un changement cosmétique, il faut qu'il y ait une innovation scientifique. Et là, je vous ai dit, je vous mets de bonne humeur, nous rentrons dans la plus grande révolution scientifique de tous les temps. Depuis 20 ans, la science s'est remise en marche avant. Alors ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire qu'au début, ça ne se voit pas, on n'est pas au courant. Parce que c'est dans les laboratoires. C'est les grands scientifiques du monde qui, tout d'un coup, ils commencent à remarcher au lieu de rester immobiles. Oui, hein, vous distribuez un prix Nobel tous les ans, mais en réalité, c'est des trucs vraiment, en réalité, qui ne représentent pas une avancée substantielle. Cette fois-ci, et on va y revenir, c'est intéressant par rapport à ma nouvelle humanité, ma nécessité de nouveaux modèles, cette fois-ci, la science qui a été l'impulsion pour le changement scientifique, ce sont les mathématiques. La dernière fois, 1750, c'était les physiciens, les chimistes, les spécialistes de la mécanique, du génie mécanique. Cette fois-ci, les mathématiciens. Les mathématiciens, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de 2000? Ils vont transformer ce qu'on appelait les big data, c'est-à-dire des trucs opaques, en trucs tout d'un coup transparents. En disant, la big data, c'était le truc qu'on ne comprenait pas. En disant, là, il y a trop de données, j'y comprends rien, j'arrive pas à faire parler. En disant, et c'est intéressant, en ayant une approche horizontale, c'est-à-dire en disant, au lieu de rassembler les datas, ce qu'on a appelé une approche nodale, c'est-à-dire en prenant des nœuds de data là où ils sont, je commence à les faire parler. Et là, vous avez eu peu à peu cette approche mathématique qui s'est appliquée à toutes les sciences. Il y a quelques semaines, les rois des scientifiques. Bon, moi, je suis à la Sorbonne, mais je suis économiste financier, c'est-à-dire que honnêtement, on a du mal à dire qu'on est scientifique. Les vrais scientifiques, les mathématiciens, les physiciens, ils appellent des sciences molles. Quand ils disent molle, je sais pas comment en allemand, mais c'est presque pareil, c'est presque mineur, ça veut dire surtout mou, mais pas tellement scientifique. Là, l'autre jour, à la Sorbonne, c'est ça l'avantage, c'est que je rencontre des vrais scientifiques, je rencontre des gens de Normal Sup, une école incroyable, effectivement. Alors là, il faut vraiment, nous, à Paris, il faut qu'on soit fiers de cette école. Plus de prix Nobel, plus de médailles Fields par étudiant du monde. À Normal Sup, l'autre jour, les astrophysiciens donc, me disent, tu te rends compte, on est en train de découvrir des exoplanètes. Alors là, j'étais bouleversé, effectivement, je voyais que lui, ça lui faisait quelque chose, mon collègue, il était, des exoplanètes, ça change la connaissance humaine. Oui, écoute, je suis économiste, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose au PIB, je crains, mais je comprends que c'est important. Et je lui dis alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as commencé à nettoyer ton télescope pour mieux regarder. Mais non, imbécile, bon, c'est normal, hein, je ne suis pas un vrai scientifique. Imbécile, big data.
Big data appliqué aux data que m'envoie le télescope, jusqu'ici, je ne comprenais rien. Maintenant, je suis en train de décrypter des exoplanètes qui changent complètement notre connaissance de l'univers. Tu te rends compte? On fait une avancée prodigieuse. Bon, là, je lui dis non, je ne me rends pas compte. Je me rends compte davantage quand j'ai un généticien qui va me dire Big data appliqué à la génétique, dans 20 ans, on a vaincu le cancer. Alors là, je lui dis, oula, ça d'abord, ça m'intéresse en tant que personne. Ça m'intéresse en tant qu'économiste parce que je suis en train de faire des plans à 30 ans pour savoir comment j'équipe en centre anticancéreux un pays comme la France. Tu me dis qu'il faut quand même que j'intègre que ça ne va plus être la même thérapeutique. Et disons, c'est très très important ça. Mais on va dire que c'était encore limité. Et puis donc, vous avez l'exemple absolu. Celui où, ça y est, on voit la science qui est enfin en train de faire des bancs géants et qui l'amène aux vrais gens. En disant maintenant, tu vas pouvoir inventer un nouveau modèle, on te propose des outils totalement différents. L'automobile par rapport au cheval. Tu vas faire ce que tu veux avec, mais ça y est, tu peux y aller. C'est quoi? C'est évidemment l'intelligence artificielle générative. Je prends un exemple très français. En 1746, il y a quelque temps, donc non, vous n'étiez pas né, mais moi non plus, un peu comme 1746, un roi de France qui s'appelait Louis XV, qui était tout jeune, appelle toute sa cour dans la galerie des glaces à Versailles, la grande galerie, un truc interminable, une espèce de couloir sans fin. Enfin, les Français sont un peu dingues quand ils construisent des maisons. Donc, il dit à tous les nobles de sa cour, donnez-vous la main. Bon, c'est le roi qui demande, donc on donne la main. Donc lui, il se met au bout de la chaîne, et il y a un scientifique qui arrive avec une grosse boule, et qui dit au roi, touchez la boule. Il touche la boule, ils sont tous électrocutés. Alors, c'était tout petit, hein, c'était juste le début. Ils sentent, il leur dit, on refait l'expérience ce soir, vous allez voir, on va voir le truc passer. Là, ils disent, ah ouais, il se passe un truc. Les scientifiques sont en train de faire quelque chose. C'était en 1746, il a fallu 100 ans pour qu'un métro électrique arrive devant le château de Versailles. L'année dernière, un laboratoire, OpenAI, crée ChatGPT. Il faut 5 jours pour que 1 million d'utilisateurs aient utilisé ChatGPT. C'est aussi important que l'électricité, peut-être encore davantage. C'est quelque chose qui est en train de bouleverser complètement l'approche humaine. Alors attention, hein, là je vous prends cet exemple d'intelligence artificielle générative parce que tout le monde connaît, alors qu'il y a 3 ans, vous n'aviez jamais entendu parler de ChatGPT et pourquoi ça n'existait pas. Hein. Mais si ça se trouve, l'année prochaine, vous allez avoir un nouveau conférencier qui va vous dire l'ordinateur quantique qu'on vient de développer est en train de bouleverser la sphère économique. Ça ne va pas arrêter. Parce que les sciences, en ce moment, avancent à pas de géant. Alors que pendant des décennies, voire presque un siècle, on n'avait plus d'avancée scientifique. Quand on dit une avancée scientifique, ça veut dire qu'avant, quand j'avais un cheval et des écuries, quand j'étais maréchal ferrant, que je mettais des fers sous les sabots des chevaux, j'avais un truc qui valait très cher en économie. Quand j'ai la voiture qui arrive, j'ai beau mettre des fers sous les sabots des chevaux, ça vaut plus rien. En revanche, avoir une station-service qui vend de l'essence, ça vaut très cher. C'est ça qui se passe quand vous avez des grandes avancées scientifiques. C'est un bouleversement complet de la manière dont on vit, un bouleversement complet des valeurs. Et c'est ça qui est en train de déferler depuis 3 ans dans l'économie, dans vos entreprises. L'expérience qu'il va falloir faire, là où vous allez vous tromper sans cesse, c'est dire, mais au fait, pourquoi nous, on n'a pas commencé à l'intégrer? Pourquoi on ne l'utilise pas? Vous allez me dire d'ailleurs, hein, dis donc, mon chéri, tu le fais à l'université? Non, non, bien entendu. On est très bon pour donner des leçons, on est très très mauvais pour les appliquer. Hein. C'est-à-dire, oui, bien sûr que la manière d'enseigner va être bouleversée par ChatGPT. On est déjà en train de dire, mais en fait, on fait des examens comme il y a 3 ans, alors que tous nos étudiants, quand ils nous rendent une copie, très bonne. Hein. Elle était faite par ChatGPT. Bah oui, c'est juste, il faut que tu changes ton examen, mon enfant, c'est tout. Hein. Mais sauf qu'évidemment, on est comme vous. Ouais, d'accord, mais si ça pouvait attendre un peu, parce que ça me fatigue le changement. C'est ça qui est en train de commencer. Un changement absolument prodigieux des outils à notre disposition. Et là, on rejoint la question qu'on évoquait tout à l'heure. C'est de dire, oui, mais c'est un outil, en quoi ça va être développement durable? Ça tient qu'à toi, hein. Enfin, ça tient qu'à nous. On est en train de te donner un outil révolutionnaire. Maintenant, ta question, c'est de dire, en quoi ça va te permettre, dans ton entreprise, d'avoir un fonctionnement développement durable. Voilà, c'est ça la question, c'est de dire, je dois avoir un changement de modèle qui démontre que maintenant, ma production va être développement durable. Fondamental. Et en même temps, pas évident. Vous allez dire, oui, mais vous êtes sûr? Oui, mais comment ça va faire? Oui, mais je vais me tromper? Oui, je suis d'accord avec vous.
Si on doit changer de modèle, il faut des nouveaux outils. Les nouveaux outils, on est en train de les avoir. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut les utiliser. Et la vraie grande question qui se pose maintenant pour vous, c'est de dire, OK, je suis ouvert à la technologie, je suis au JD. Normalement, vraiment, moi, je suis prêt à toutes les révolutions. OK, mais il va falloir le prouver. OK, mais il va falloir le démontrer. Et là, on commence à rentrer dans la notion de démonstration. C'est-à-dire, cher Ferrouk, comme tout à l'heure vous disiez, j'ai un robinet, j'ai un compteur qui va me permettre de mesurer l'eau. OK, super, très bien. Mais maintenant, il va falloir que tu me prouves, semaine après semaine, mois après mois, que tu consommes moins d'eau. Et vous allez dire, oui, mais comment je fais? Ah bah, là, intelligence artificielle générative appliquée à tes modes de fonctionnement. Tu vas commencer même à travailler, par exemple, sur les risques de panne. Tu vas travailler sur la manière... Voilà, là, tu vas avoir quelque chose dans lequel tu vas prouver que tu es en train de produire la même chose qu'avant, mais différemment. La nouvelle valeur, elle est là. Alors, cette nouvelle valeur, elle est passionnante parce qu'elle nous amène directement à la finance. Peut-être là, ça fait beaucoup, mais je continue, ça va, Abdou? J'ai encore un tout petit peu. Dernier élément peut-être fondamental de notre époque, on a parlé de beaucoup de choses, vous voyez, il y a énormément de choses qui convergent. Peut-être il faut parler d'une question très très importante, qui est géopolitique et qui devient économique. L'évolution géopolitique que nous sommes en train de connaître, globalement, dans le monde entier, c'est le déclin du leader d'avant. Ça arrive à peu près tous les 100 ans. Tous les 100 ans, vous avez la puissance dominante mondiale qui décline, qui est en train de laisser la place à la suivante. Alors ça veut dire quoi, le déclin? Je ne suis pas en train de vous faire une mesure psychologique, sociologique, politique. Je suis juste en train de prendre une mesure économique. C'est que la part du leader mondial décline dans le PIB mondial. Le leader mondial était de loin celui qui produisait le plus de richesses, et on voit qu'il en produit de moins en moins par rapport à des concurrents dans le reste du monde. C'est ce qui se passe avec les États-Unis actuellement, plus largement, et ça nous renvoie évidemment à un grand changement mondial, ce qui se passe avec l'Occident dans un sens plus large. Ce qui est en train de se passer, l'Occident crée de moins en moins de valeur, l'Asie en crée de plus en plus. La Chine a une croissance supérieure à celle des États-Unis. C'est aussi simple que ça. Alors là, j'ai dit, est-ce que la Chine restera longtemps leader mondial? C'est une vraie question. La Chine est déjà confrontée à un déclin démographique et elle a un voisin qui, en démographie, l'a dépassé l'année dernière, l'Inde, qui est en train d'accélérer sa croissance. Quand vous avez 7% de croissance en Inde et 2% au maximum de croissance en Occident, vous êtes en train de comprendre effectivement que là, il y a un changement d'époque. Alors on va dire, c'est intéressant, regardez ce qui se passe en Asie, regardez les marchés asiatiques, s'intéresser à tout ça. Notre présidente, évidemment, des JD, connaît particulièrement l'approche de l'Asie. C'est pas complètement neutre comme est quelqu'un de l'île Maurice, qui soit dans la logique des JD. Mais deuxième caractéristique fondamentale quand vous êtes à un moment de déclin, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. C'est que la puissance qui décline, pour que sa population n'ait pas le sentiment que le déclin est trop fort, parce que sinon elle va s'énerver du point de vue politique, la bonne logique, la bonne approche, entre guillemets, bonne, c'est de distribuer de l'argent. La grande caractéristique des moments où vous avez un déclin, c'est que vous commencez à avoir de la création d'argent fou. Enfin, vous savez, l'argent, c'est facile. Vous émettez de l'argent quand vous créez de la richesse. L'argent est fou quand vous émettez de l'argent alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas de richesse en face. Si je vous prends un exemple très ancien, le premier leader mondial s'appelait l'Espagne. C'était au siècle d'or, au XVIIe siècle. L'Espagne trouve en Amérique, l'Amérique, et trouve surtout de l'or et de l'argent. Les stocks d'or en 50 ans, entre 1650 et 1700, vont être multipliés par 5 en Europe, multipliés par 8 les stocks d'argent. Et vous savez ce qui va se passer quand les Espagnols, puissance dominante en déclin, vont avoir beaucoup d'or et beaucoup d'argent? Ils vont croire qu'ils sont riches. Comme ils ont plein d'or, ils disent que je suis riche. Ils ont oublié que l'or, ça ne se mange pas, l'or, ça ne sert à rien. Et donc, ils vont commencer effectivement à arrêter de travailler. L'agriculture espagnole s'effondre au fur et à mesure que l'or arrive en Espagne. La seule chose qu'ils vont continuer à faire, c'est les bateaux, pour aller chercher l'or. L'homme le plus important de l'époque, c'est l'amiral, parce qu'il va chercher l'or. Alors là, on l'aime beaucoup. Si on devait faire une comparaison, c'est embêtant, Herr Docteur, si dans une zone comme l'Europe, la personne la plus importante en économie devient le banquier central. Parce que ça veut dire que c'est celui qui est dans le bateau pour aller chercher de l'argent, mais il ne crée pas de richesse du tout.
Ça veut dire que vous êtes exactement dans cette situation-là. Je rappelle, Covid, confinement, on ne va pas prendre le cas européen. Les États-Unis, créés en 2 ans, entre la fin de Donald Trump et le début de Joe Biden, enfin peut-être ça va continuer, hein, mais pour le moment c'était celui-là, fin Donald Trump, début Joe Biden, 4 plans qui vont injecter dans l'économie américaine 8300 milliards de dollars. En 2 ans, vous injectez dans l'économie américaine 35% du PIB. Avec quoi comme valeur en face? À 0. Vous avez, quand vous jouez au Monopoly, la photocopieuse qui a tourné. Allez hop, les enfants, quand on va leur expliquer, mais comment ils ont créé cet argent? C'est simple, la photocopieuse. Ah oui, c'est simple, hein, si tu crées de l'argent et que tu n'as pas de richesse, il y a un problème. Ça nous aboutit à quoi? Ça nous aboutit que l'année dernière, du point de vue mondial, pour la première fois, le PIB, c'est-à-dire l'économie qui produit pour les humains et pour leurs besoins, a dépassé 100 000 milliards de dollars, 103 000 milliards pour 2023. Si vous comptez les dettes du shadow banking, les banques de l'ombre, rien que sans le shadow banking, vous êtes à 275 000 milliards de dettes. Avec le shadow banking, vous êtes à 330 000 milliards de dettes. Vous avez un écart complètement dingue. Vous, quand vous êtes chef d'entreprise et vous l'empruntez, le banquier vous demande quoi? Montre-moi ton PIB. C'est quoi ta prévision de création de PIB? Quand vous êtes un jeune homme qui veut s'acheter une maison, le banquier va vous dire, c'est quoi ton salaire? C'est quoi ton PIB? Normalement, si j'ai 103 000 milliards de PIB, admettons, je vais avoir 130 000 milliards de dettes, puisque normalement, on s'assure sans arrêt qu'il y a du PIB en face. On n'a jamais connu un écart pareil. Un écart pareil, ça conduit à quoi? Ça a conduit à de l'inflation, c'est-à-dire la baisse de valeur de la monnaie que vous avez créée. Ça conduit à des bulles. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui se passe sur l'immobilier, sur ce qui se passe sur les marchés boursiers, alors que la croissance est très faible. Je ne vous fais pas de dessin sur ce qui se passe sur l'or. Et ça conduit à la fin, quand les bulles éclatent et que l'inflation se déclenche, à des crises qui elles-mêmes se finissent par des guerres. Et comme par hasard, des guerres en général où on va exploiter le sol pour sortir de la matière première. Est-ce que c'est le hasard si c'est en Russie, si c'est au Proche-Orient que nous avons des guerres actuellement? Juste un petit parallèle. En 1971, les États-Unis décident de la suspension de la convertibilité hors du dollar. C'est-à-dire, en clair, ils disent on va commencer à utiliser une photocopieuse. En 1973, le 7 octobre 1973, vous avez le début de la guerre du Kippour. C'est-à-dire à l'endroit où on exporte du pétrole, les gens se disent « je suis payé en monnaie de singe, il y a un système qui ne va plus dans ce monde ». Ça y est, la guerre commence. Est-ce que c'est le hasard, si vous émettez du dollar comme des dingues, que vous avez de l'inflation et que le 7 octobre 2023, et évidemment que ce n'est pas le hasard pour ceux qui ont lancé l'attaque du Hamas sur Israël, vous avez exactement le même processus qui recommence. C'est pour ça que j'avais écrit en 2010 « Le monde s'en va en guerre » en disant « Le dérèglement économique, le dérèglement monétaire vous amène directement à la guerre. » La guerre, c'est quoi? C'est le reset. On dit « Le truc ne veut plus rien dire, donc là, une fois qu'on aura tout détruit, on recommence tout à zéro. » Ça y est, je suis comme vous, Abdou, je commence à être optimiste, vous voyez? Mais non, non, parce que cette fois-ci, 2024, nous avons la possibilité, l'obligation, la certitude qu'au lieu d'aller à cette extrémité, en fait, cet argent va être une possibilité de sortir par le haut. Nous avons donc, si je récapitule bien, si vous avez bien compris, 230 000 milliards de dollars de dettes sans PIB en face, qui cherchent de la valeur éperdument. Quand elles cherchent de la valeur, elles font de la bulle, elles font n'importe quoi quand elles s'investissent dans de l'or ou quand elles s'investissent dans de l'indice boursier. Elles ne font pas n'importe quoi quand elles commencent à aller sur des nouvelles valeurs. Nvidia, que j'évoquais tout à l'heure, c'est entre la bulle et la nouvelle valeur. Mais ce que vous avez évoqué précédemment, c'est ça qui est important. La création de valeurs nouvelles du nouveau modèle, c'est simple. C'est démontrer qu'on produit de façon vertueuse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en réalité, ce que nous allons valoriser, c'est la manière dont on produit. On va avoir 2 circuits séparés. Le circuit classique, chiffre d'affaires, bénéfices, dividendes. Celui de votre fameuse rentabilité financière, vous dites qu'il ne faut pas la sacrifier, on est d'accord. Sauf que, on l'a dit juste après, aujourd'hui, quand on fait un investissement, en fait, la première chose qu'on regarde, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 2 circuits. Vous avez le circuit classique du chiffre d'affaires et vous avez le circuit à côté de la manière dont on produit. Peut-être pour mieux expliquer la chose, il faut l'expliquer à l'envers. Vous avez, donc je ne vais pas citer de marque, une grande entreprise qui produit des baskets blanches avec une belle virgule rouge. Ils ont 200 millions de clients.
C'est-à-dire, c'est une entreprise magnifique. Quand ta basket est en train d'en changer, quand tu as un basketteur qui l'utilise, t'en vends encore 100 millions de plus. Donc, en valeur économique PIB, elle est formidable. On apprend un jour que cette entreprise, pour fabriquer ses baskets, utilise des petits-enfants dans des endroits reculés. Brusquement, la manière dont elle produit est non vertueuse, la valeur économique s'effondre. C'est-à-dire, vous avez beau avoir sur le circuit toujours votre chiffre d'affaires et vos clients, tout d'un coup, ça ne vaut plus rien. Et bien, figurez-vous, maintenant, c'est l'inverse sur lequel on va. Plus tu démontres que tu es vertueux, plus à côté de ta rentabilité, tu vas avoir quelque chose en création de richesse qui va avoir lieu. Et là, évidemment, EY, cher ami, commissaire aux comptes, qui m'a amené tout à l'heure, je vous cherche parce que je vous cherche depuis tout à l'heure, qui m'a amené tout à l'heure de la... Je crois qu'il est encore, mais je ne vois pas. Donc, vous allez avoir en fait une valorisation de votre actif de bilan. C'est votre actif qui prend de la valeur. Et cet actif, il peut même compenser les pertes. Oui, en Europe, en Allemagne, en France, ici en Tunisie, autour de la Méditerranée, c'est un truc qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas notre culture. Nous, quand on dit, il faut bien que le financier gagne quelque chose. Il y a bien quelque chose à la fin qui va lui permettre de gagner de l'argent. C'est ce que comprend pour le coup une partie des États-Unis quand ils sont cotés au Nasdaq. Le Nasdaq, le marché financier le plus important du monde avec le New York Stock Exchange. De loin le plus important, celui dans lequel vous avez eu Facebook, vous avez eu Apple, vous avez eu Microsoft, vous avez toutes les entreprises les plus valorisées du monde, elles sont sur le Nasdaq. Dans le Nasdaq, vous pouvez avoir une valeur de 1000 milliards de dollars alors que vous perdez de l'argent. C'est-à-dire, en clair, vous avez dans le circuit chiffre d'affaires un truc non rentable. Mais vous avez une création d'actifs qui est en train d'augmenter, ça intéresse le financier. Les possibilités pour les JD de faire un travail dirigé après cette conférence, regardez le film The Social Network, un film de Hollywood, magnifique, création d'une entreprise sur la création de Facebook. Un Européen, un Tunisien qui regarde ce film dit c'est n'importe quoi. L'entreprise perd de l'argent et il ne cesse de voir la valeur augmenter en bourse. Ouais, mais figure-toi qu'ils ont un élément d'impact. Alors eux, c'était pas encore environnemental, c'était il y a longtemps. C'est le nombre d'abonnés. Faut que je me dépêche, hein, c'est ça, oui, ça. Nombre d'abonnés. Quand tu as 1 million d'abonnés, tu commences à dire, oui, ils perdent de l'argent, mais ça vaut quelque chose. Quand tu as 10 millions d'abonnés, tu dis, ah non, mais ça vaut plus. Mais je sais, ils perdent de l'argent, mais je m'en fous s'ils sont des millions. Vous voyez, ça, c'est un indicateur non financier. Quand tu commences à avoir 1 milliard d'abonnés, même s'ils perdent de l'argent, tu dis, moi, je veux absolument investir dans cette boîte. Et elle vaut de plus en plus cher. Nous devons, nous, ici en Tunisie, ici dans les JD, apprendre à valoriser notre actif. Notre actif, c'est l'élément qui va représenter l'entreprise à mission tout à l'heure, faire que vous exposez. C'était juste le début, ça. Je suis une entreprise à mission. Non, tu me le montres, tu me le démontres. Parce que là, tu as créé un actif. Je suppose que si tu revends ton entreprise à mission, elle vaut plus cher que quand elle n'était pas à mission. Donc, c'est un élément économique. C'était une valeur extra-monétaire, tu as raison, mais pas extra-financière. Elle rentre dans la finance à toute allure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand enjeu pour vous maintenant va être de représenter la création de valeur. La création de valeur extra-monétaire qui a lieu comment? Eh bien, en rassemblant de la data. De la data extra-monétaire. De la data qui démontre que, effectivement, je suis en train d'inventer un nouveau modèle. On tourne toujours autour de la même chose. Ça veut dire que vous, les JD, il faut commencer à parler entre vous. Comment tu fais pour collecter? Qu'est-ce qu'il veut dire, la data? Toi qui es dans le même secteur d'activité, t'en as? Tu la mets où quand tu l'as? Ah oui, là, tout d'un coup, très important, un data center. Oui, attention, hein, les data centers deviennent des outils stratégiques. D'ailleurs, ils sont attaqués. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose de très important par rapport à la création de valeur de demain. Une fois qu'il est dans le data center, comment tu le présentes aux financiers? Comment tu vas démontrer que tu as créé de la valeur? Et là, on se retrouve en compétition, en concurrence, les uns avec les autres, les financiers qui disent « je ne financerai que ceux qui ont les meilleures démonstrations qu'ils vont être effectivement des gens parfaitement en phase avec le nouveau modèle ». Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en Afrique et que je suis en train de dire comment je vais trouver du financement, jusqu'à l'année dernière, vous alliez au FMI en disant « s'il vous plaît, vous voulez bien nous donner un petit peu? Il y a le dérèglement climatique, je voudrais avoir 100 milliards par an. 330 milliards de dettes, 330 000 milliards de dettes. Et on est en train d'hésiter quand on a une COP sur 100 milliards. On est d'accord, hein? C'est ridicule. Là, tout d'un coup, vous dites, non, je vais voir les financiers. Tous les financiers du monde qui cherchent de la data, je peux leur en fournir. Je peux le dire en Tunisie, ça fait un moment que vous êtes en train de fournir à l'Europe un paquet de super data scientists. Un paquet. Rapporté à votre population, c'est énorme. Sauf que pour le moment, vous ne les utilisez pas pour vous-même. Sauf que pour le moment, dans vos boîtes, super, vous êtes contents, vos gamins sont data scientists, ils sont même partis à Paris pour travailler.
Non, non, travail à Tunis, c'est un coup. De dire data que je vais collecter, data que je vais garder, data que je vais exploiter parce que c'est elle qui représente la nouvelle valeur. Tout d'un coup, on est très concret. Valeur d'actif, tout d'un coup, mes bilans, comment je les représente? On est d'accord que si tu crées de l'actif, ça veut dire aussi que tu es en train d'augmenter tes fonds propres, tu désendettes tes boîtes. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de raconter là? C'est-à-dire un changement d'époque total. Et évidemment, quand je suis en train de conclure, oui, ça m'en avait dit 1 heure, je suis à 1h0044 secondes. Bon, 46 maintenant, évidemment, quand je suis en train de raconter ça. Donc là, lorsque je suis en train de conclure, je vous dis quoi? Je vous dis que la question du nouveau modèle, en fait, elle ne se pose plus. Ça y est, il est en train de démarrer. La question de la manière dont on va changer le monde, elle ne se pose plus. Nous avons commencé à le faire. La seule question qui se pose, c'est il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui préfèrent rester comme avant parce que finalement, ils trouvent ça plus confortable et ils préfèrent attendre leur retraite en disant c'est les jeunes qui font ça. Ou il y a ceux qui disent jeune ou pas jeune, je m'en fous, j'y vais. Et effectivement, ça change tout et c'est pas confortable. Mais si vous y êtes, vous avez des espoirs de performance extraordinaires. Et vous avez peut-être surtout le plus important, le fait que le soir, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez avoir votre ado qui dit « Papa, maman, tu fais quoi pour la planète ?» Vous allez dire « Je travaille ». Et ça, tout d'un coup, évidemment, c'est la meilleure nouvelle. Quand votre travail va permettre de sauver la planète, je vous remercie de votre attention. C'est pas un nouveau modèle d'applaudir. Hein. Vous faites cœur sur Twitter, ça fait de la data pour Elon Musk, il adore. Merci, merci. Je les avais. C'est lui qui est sorti. Ouais, il est tellement grand, on ne le rate pas en plus. Alors, juste, je sais que ça va être un commentaire quand même si je dis c'est une question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, il est le seul. Alors, vas-y, go, Razi. Merci aussi pour cette présentation. D'accord. En tout cas, je voulais vous remercier pour la qualité de la présentation et le fait que vous avez souligné l'importance de l'intelligence artificielle générative. Je vois mon ami Mina Loulou. Oui, je suis dans la distribution pharmaceutique, mais avec un intérêt particulier pour l'intelligence artificielle générative et comment elle peut impacter aujourd'hui. Exactement. Alors, à notre micro, s'il vous plaît. Donc, la question, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on dit qu'on est en train de basculer de l'économie du savoir à l'économie de l'allocution. Donc, est-ce que vous pensez que le savoir, d'ici les années à venir, n'aura plus sa place? Est-ce que c'est important de maîtriser ces outils et de ne plus se concentrer sur notre savoir ou l'inverse? Merci beaucoup. Voilà. Philippe, ça fait combien de temps que vous êtes en Tunisie? Ça fait donc 8 heures. 8 heures. Alors, je vais vous dire quelque chose, vous allez très bien comprendre. En Tunisie, c'est un sport national, on est tous experts. C'est-à-dire, on vend des médicaments le jour, mais on est experts en IA générative le soir. Là, je vous rassure, là, je ne suis pas dépaysé, parce que le principe du français, c'est qui sait tout. Hein. Donc, vous inquiétez pas, là, je connais. Donc moi, je ne suis pas expert en intelligence artificielle générative. En revanche, non, je crois vraiment que la question, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a évoqué sur le nouveau modèle, et c'est pour ça que je pense qu'il faut tout avoir à l'esprit. Ce que je vous disais tout à l'heure, on rentre dans la prééminence de l'économie de service qui va valoir très cher parce que les humains vieillissent. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir à l'esprit. Qu'est-ce qui est le plus important dans le service? C'est l'humain. Vous voyez, quand, par exemple, en Asie, j'ai souvent eu l'occasion de parler de ça, l'Asie voit souvent l'Afrique comme étant d'abord un réservoir incroyable de matières premières du modèle d'avant. Ils regardent ce qu'il y a sous la Terre. En réalité, le truc le plus important, c'est ce qu'il y a sur la Terre en Afrique, c'est-à-dire les petits cerveaux. Et là, pour le coup, c'est la formation de ces cerveaux. J'avais à l'époque un Premier ministre français, peut-être que vous l'avez connu, qui s'appelait Michel Rocard. J'étais avec lui dans une commission qui s'appelait la commission du grand investissement, et il me disait, Dessertine, il faut absolument, parce que je présentais mes idées, etc., il faut créer des énormes écoles de mathématiques en Afrique. Parce que là-bas, vous avez tellement de jeunes qui vont arriver que ça va être le gisement de demain. Il avait raison. La connaissance va devenir de plus en plus centrale, mais une connaissance qui va pouvoir être décuplée par un nouvel outil qui s'appelle l'intelligence artificielle générative. Et je n'oublie pas, et je sais bien, dans mon prochain livre que je vais sortir, même dans les bonnes librairies tunisiennes à l'automne, hein, donc quand même je fais un peu de publicité, donc dans mon prochain livre, je parle beaucoup de ça, de l'intelligence artificielle générative et des peurs qu'elle engendre. Nous avons eu il y a 2 jours encore un appel de plusieurs spécialistes, parmi les plus grands professeurs
de l'intelligence artificielle générative qui disent en quelque sorte le monde n'est pas prêt. Attention, c'est un outil dangereux parce qu'il décuple tellement l'intelligence que peut-être il peut rendre caduques des approches que nous avions. Je pense que les scientifiques ont toujours cette espèce de frisson quand on avance dans la connaissance en disant on a créé un engin de mort. Donc la connaissance va être complètement bouleversée, elle est toujours absolument cruciale, sauf que l'intelligence générative va bouleverser complètement la manière dont on va pouvoir représenter sa valeur. En revanche, quand on est en train de parler engin de mort, je vais prendre un exemple très simple d'une technologie que les humains ont développée il y a très longtemps mais qui ont bouleversé notre vie. Le couteau pointu qu'on utilise dans la cuisine. C'est un engin de mort, vous pouvez tuer avec. Pourtant, votre enfant de 4 ans, vous lui donnez le couteau, il va couper la tomate. Pourquoi ? Parce que vous l'avez éduqué. Vous lui avez appris que c'était dangereux, mais que si tu t'en sers bien, c'est extrêmement utile et tu auras des tomates coupées alors que sinon, elles seront juste écrasées. Dès 4 ans, il a compris ça. Eh bien, l'intelligence artificielle générative, j'allais dire en anglais, donc AI générative, donc va effectivement être un outil d'une puissance prodigieuse, donc dangereux. La seule chose dont nous avons besoin, c'est ce que vous disiez Abdou et tout à l'heure dans toute la table ronde, l'éducation va être fondamentale. C'est-à-dire que oui, bien sûr, quand vous dites chez les JD, l'éducation est centrale, et bien là, on est dedans. Il est clair que nouveau modèle va supposer sans cesse que les gens s'éduquent, pas simplement les jeunes. Tout le monde va être obligé de s'éduquer sans cesse. Exactement comme par rapport à mon automobile tout à l'heure. Si tu étais sur un cheval, tout d'un coup, une automobile qui va à 50 à l'heure, tu vas écraser 15 personnes si tu montes dedans sans savoir comment ça marche, et 2, tu vas te fracasser contre un mur. On va t'apprendre comment tu utilises ce nouvel outil. Et auquel cas, il va décupler ta force physique, tu iras à des vitesses que même en courant très vite, tu n'atteindras jamais. C'est la même chose avec ces nouveaux outils qui sont en train d'apparaître. Ils vont décupler la force du cerveau, ça tombe bien, il n'y en a pas assez. Effectivement, ils sont dangereux, ils ont besoin qu'on soit éduqué sur ces outils, mais dès lors qu'on les maîtrise, ils vont être prodigieux. Donc je crois vraiment, vous voyez que la question de l'éducation, derrière votre question autour de la connaissance, et de l'évolution de l'économie de la connaissance, elle est autour de ça. Donc ça veut dire, vous voyez que je pense sur beaucoup d'éléments sur lesquels, comme Abdou, on pouvait être pessimiste tout à l'heure, c'est si en fait vous ne changez pas de modèle et que vous rajoutez quelque chose dessus, ça vous fait peur. Parce que vous dites, mais à quoi ça sert? Est-ce que vraiment ça va améliorer les choses? Si en revanche vous êtes en train de dire, non, mais là, de toute façon, on va partir sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le truc d'avant. D'un seul coup, on ne raisonne plus pareil. Oui, l'économie de la connaissance est toujours là, mais c'est plus la même. C'est plus la même économie, c'est plus la même connaissance. Ça va? Je suis convaincant? Très bien. Oui, ça me paraît. Oui, mais on hésite s'il faut vous donner le micro. Ah, d'accord, allez. D'accord. Mais le cocktail, c'est pour ça, c'est pour échanger. Okay, super. Mais si tu veux le faire avec un grand public, allez-y, on a tout notre temps. C'était une remarque par rapport à ce que vous avez dit, Wassim, tout à l'heure. C'est une façon pour que je dise genre, vas-y, ok. Mais vas-y, on a plus le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ne pas avoir cet intérêt pour cette technologie parce qu'on fait partie d'un secteur ou un autre? Et voilà. Non, c'est par rapport à toi aussi. En fait, l'intelligence artificielle, elle nous touche tous aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense qu'on doit tous avoir notre... Je sais que tu sais que je sais. Wassim, tu m'as vu, il était à Seattle. Donc on répond en disant, il n'y a pas le droit d'être en dehors. Quoi. Non, c'est comme si vous disiez, est-ce que moi je ne peux pas avoir de couteau? Oui, non, très vite, non. Oui, évidemment, tu vas avoir un couteau comme tout le monde. Et une voiture comme tout le monde. Parce que sinon, tu ne joues pas le même jeu, quoi. C'est aussi simple que ça. Alors. Donc, non, il faut... Et là, c'est un enjeu immédiat. C'est pas dire, peut-être dans 10 ans, j'y penserai. C'est, comment, t'as pas commencé encore? Alors, Philippe, je te propose un exercice très sympa. Une interview en 3 minutes avec 5 questions. 4 ou 5 questions rapides. Ouais, maximum 3 minutes. Go. Alors, si on parle de nouveau modèle économique, c'est que quelque chose a atteint ses limites. C'est quoi? Quelles sont ses limites? Limites, dérèglement climatique. C'est-à-dire, le monde des humains qui est en train de dire, si on continue comme ça, plus ça va, plus ça devient dingue. Le truc qu'on sent bien, plus ça va, moins ça marche. Donc, pas de problème, il faut qu'on change de modèle. Et du coup, quel est ce nouveau modèle? Nouveau modèle, donc c'est un modèle déconcentré, décentralisé, fonctionnant sur le service, avec quelque chose qui va permettre aux humains de moins bouger, mais d'être davantage connectés entre eux. Vous anticipez un petit peu sur ma troisième question. Quels en seront les piliers de ce nouveau modèle? Nouveau pilier, les gens.
on dit autrement les entreprises. Si les entreprises doivent être définies, peut-être de façon différente de ce qu'elles étaient jusqu'à maintenant. C'est plus des usines, c'est des entreprises, quelque chose de différent. Donc oui, les piliers, ce sont les gens. Pourquoi? Parce que ça ne viendra pas d'en haut. Quand tu as un changement de modèle, quand tu as une rupture technologique, celui qui est en haut ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça va venir du terrain. Et quand vous êtes chef d'entreprise, c'est même les gens dans votre boîte qu'il faut aller regarder. Parce que si ça se trouve, eux, au quotidien, ils sont en train de changer et vous n'en étiez même pas rendu compte. Nouveau modèle économique, donc nouvelles performances, nouveaux financements, nouvelles entreprises. Nouveau PIB. C'est-à-dire que quand on est en train de parler de la croissance, quand on est en train de représenter la richesse, aujourd'hui, on se trompe. Dès lors que tu n'intègres pas la valeur d'actifs de ces entreprises qui sont en train de changer, en fait, tu es dans le faux PIB. Tu te rends pas compte que probablement, il y a une partie de richesse qui t'échappe, comme il y a une partie de richesse que tu continues à produire alors qu'en fait, elle est en train de se détruire. Donc ça veut dire effectivement nouvelle mesure de la performance. Et là, évidemment, Farouk, la performance globale. Bien entendu, évidemment. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un changement d'époque comme ça, il va falloir intégrer des nouveaux outils de performance, information extra-financière, reporting extra-financier. Ça y est, on est dedans déjà. Puisqu'on est dedans, justement, est-ce qu'il y a des success stories, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se poser, ou une anecdote, ou une réussite déjà, sur lesquelles vous pouvez rebondir pour dire que c'est déjà en marche? Moi, j'ai vu 4 entreprises qui m'ont semblé... C'est facile, hein, vous écoutez les gens là qu'on vous a présentés et vous allez discuter avec eux. Ils sont en train de vous raconter que c'est en train de changer. Donc, c'est pas un truc abstrait, quoi. Vous allez discuter avec eux, vous allez dire, mais moi, je fais pareil. Bah, donc, tu aurais pu être sur la scène. Ça y est, on est en train de changer. La seule chose, c'est que tous ici, il n'y en a aucun qui a été cherché, lever 100 millions de dollars, parce que mon idée était excellente et que j'allais pouvoir me développer. Et je vois sourire en disant, c'est beaucoup quand même 100 millions de dollars. Mais non, 300 000 milliards. Quand vous êtes là, c'est la différence avec les Américains. En disant, si tu lèves 20 millions de dollars, c'est que tu as une mauvaise idée. Si tu lèves 40 millions de dollars, c'est que tu as une mauvaise idée. Si tu lèves 200 millions de dollars, c'est peut-être ton idée est bonne. Si tu n'as pas l'idée que ton idée peut se développer partout dans le monde, c'est qu'en fait, elle n'est pas bonne. Donc, on a vu plein de bons cas. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans ce pays, et je connais beaucoup d'étudiants tunisiens, j'en ai des en thèse, etc. Non, ça va pas, c'est le complexe, quoi. On va pas lever tant de ça. Tu comptes en dirhams, combien ça fait? Pardon, pas en dirhams. Oula, quelle erreur, je me sais. C'est pas grave. Oui, mais non, je me trompe juste de pays. Tu comptes en dinars, combien ça fait? Mais non, mais on s'en fout. Si ton projet est à l'échelle mondiale, tu peux lever en centaines de millions. Et ça doit être l'idée que vous devez avoir. L'argent va arriver partout où on est en train de créer de nouveaux modèles, on conçoit. Et Philippe, si ton idée est bonne, si un nouveau modèle économique tel que vous le prenez, vous le voyez est bon, comment vous le voyez sur C'est pas une idée, c'est pas une hypothèse. Hein. C'est juste pour rebondir. Oui, mais je sais bien. Et je vous raconte on adore ça, nous. Je vous raconte un truc. Donc là, j'ai mon Philippe qui m'a amené de France, là, qui s'occupe de moi comme si... Philippe, il est là. Il est là-bas. Il sait la personne dont je vais parler. C'est donc un de nos grands scientifiques, je disais, en tant qu'universitaire, on fréquente des grands scientifiques. Grâce à Philippe, j'ai connu un scientifique incroyable qui s'appelait Yves Coppens. Yves Coppens, c'est une star aux États-Unis, on lui a racheté sa chemise comme si c'était un Rolling Stone. En France, on ne le reconnaissait pas dans la rue. C'est le monsieur qui a trouvé le squelette de la première femme qu'on a appelée, Lucie. Oui. Lucie. Yves Coppens. Il nous a quittés il y a quelque temps, et je pense qu'il nous regarde là-haut. Un soir, on avait fait une conférence ensemble, et il dit, mais Philippe, sur quoi tu travailles, toi? C'est quoi ta chair? C'est quoi Alors, je raconte. Voilà, je travaille sur de nouveaux modèles, sur machin. Alors, il dit, écoute, je vais te dire en tant que paléontologue ce que je pense que ce que tu me racontes. Un paléontologue, il travaille sur l'humanité 5 millions d'années. Alors, tu me dis ton cycle de 250 ans, 400 ans, 600 ans, pour moi, c'est une virgule, je ne vois même pas. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que le paléontologue, lui, il a la démonstration que l'espèce humaine est l'espèce vivante, végétale ou animale portée par la Terre, la plus formidable d'adaptation. Adaptation face à des contraintes qui lui viennent de l'extérieur et qu'elle a créées elle-même. Je lui dis, oui, mais alors Yves, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire qu'arrête de dire Yaka Faucon quand tu es en train de parler du nouveau modèle. Regarde, les humains sont en train de l'inventer. Moi, je te dis, les humains sont en train de s'adapter parce qu'ils ont compris que leur modèle d'avant ne fonctionne pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir une conférence au JD pour avoir cette information. Et donc, le truc très important, c'est ça, c'est pas que c'est une hypothèse, c'est aller regarder sur le terrain. Et comment vous voyez l'évolution de tout ça sur les prochaines années? À moyen terme, allez. Donc, non, c'est à court terme, on n'a pas le temps, urgence. Moyen terme. C'est-à-dire quand tu es à 150 degrés en Inde, ça veut dire que plus ça va aller, plus ça va s'accélérer. Moyen terme. Donc, moyen terme, ça veut dire que le moyen terme, c'est 5 ans. Et long terme? Long terme, c'est 7 ans. Et donc
Dans ça 7 veut ans. dire que dans 7 ans, déjà, toutes vos entreprises auront changé. Déjà, toutes vos entreprises auront un autre type de performance. Et vous direz, tu te souviens de truc des JD? Mais en fait, il était même pessimiste, on a changé encore plus vite. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est l'accélération de type Nvidia. C'est la fusée incroyable qui est en train de décoller. C'est l'espèce humaine qui est en train d'inventer une autre manière de produire, de consommer, une autre manière de vivre. Merci beaucoup. Une dernière pour la route. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas philosophe, mais vous avez beaucoup de touches philosophiques dans toutes vos conférences. Je ne l'ai pas trop senti ce soir, donc j'ai envie de vous terminer avec une petite touche de philosophie. J'ai envie que tout ce beau monde sorte comme ça, en train de réfléchir, là, qui vont dans le cocktail. En Tunisien, voilà, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Là, je savais que j'allais t'inspirer. J'ai fait semblant, Émir, de comprendre quand vous étiez en train de parler. Tout à l'heure, vous disiez un mot de français. Maintenant, il est obligé d'assumer. Non, je crois que ce qu'on disait tout à l'heure à la radio, donc il faudra qu'ils écoutent l'interview lundi à 7h30. Il y a beaucoup d'autres choses. Vous voyez, ce qu'on disait, c'est qu'autrefois, les philosophes étaient des économistes. Adam Smith, c'était un économiste. C'était un philosophe. À la base, c'était des gens qui pensaient la planète et qui disaient il y a l'économie. Le truc qui est très important en tant qu'économiste et donc en tant qu'acteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je n'ai peut-être pas dit de façon assez claire. Nous avons la clé du changement parce que c'est par nous que ça va arriver. C'est le modèle économique qui ne va pas. Mais ça, on le transmet aux autres. C'est-à-dire, il y a quelque chose encore d'au-dessus. C'est inventer une autre société humaine. Et ça, surtout, c'est pas aux économistes, c'est pas aux chefs d'entreprise, c'est pas aux professeurs d'économie de le faire. Vous voulez qu'on soit philosophe, c'est dire, d'abord, nous devons avoir du recul sur ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous, économistes, on sait qu'il y a un problème et que c'est nous qui en détenons et les bases et les solutions, mais qu'ensuite, il s'agit d'inventer un monde qui va être vraiment un monde meilleur pour nos enfants. Et ça, c'est plus notre boulot. Et ça, je crois que c'est très, très important que nous ne nous prenions pas, si vous voulez, le financier qui dirige une boîte et qui croit qu'il est en train de faire l'innovation. Il ne faut surtout pas qu'un économiste soit à la tête des États. Merci beaucoup. Merci Philippe, on peut l'applaudir. Bon, on se retrouve à l'extérieur de cette salle dans quelques instants.